Quand je suis arrivé ici, il devait y avoir 800 habitants en 53. Bon, en 63, ça avait bien grandi, mais il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, 1500 habitants, hein? Guère plus, hein? On était à peu près 2000 habitants dans les années 80 et aujourd'hui j'ai 44 ans. 44 ans plus tard, nous sommes au-dessus de 6000 habitants. Donc on a triplé. Nous descendions dans la rue, nous rencontrions toujours quelqu'un, même quelquefois c'était une dame que nous connaissions, une grand-mère qui nous parlait ou dont on ne s'ennuyait vraiment pas. Tout le monde se disait bonjour et s'entraidait, tout ça. Quand il y avait des personnes âgées, je voyais des autres personnes qui leur portaient les commissions ou des trucs comme ça. On avait vraiment des bonnes relations amicales et c'était très sympathique. Il y avait très peu de maisons en dehors du village, tout le monde était regroupé. Il y avait très peu lotissements déjà à l'époque. Autour, il n'y avait que des vergers. Il y avait beaucoup de cerisiers, beaucoup de pommiers, poiriers. Et derrière, on jouait dans ces champs, quoi. Nous jouions au ballon et tout, il n'y avait pratiquement pas de voiture. Quand c'était le moment des cerises ou des olives ou autre, on allait aider nos parents à la cueillette. C'était le pays des cerises, ici, oui. Tout le monde vendait ses cerises. Elles étaient très, très bonnes. Les gens, il y avait de l'huile, des cerises, des figues, et tout. Et chacun avait aussi leur poulailler. Chacun produisait ses légumes et fruits. Et ceux qui n'avaient pas, on leur donnait. On avait nos commerces. Il y avait les épiceries, il y avait les bouchers, il y avait le boulanger. Les gens n'allaient pas à Toulon ou à Soliespont ou ailleurs pour travailler comme maintenant. Et ils n'avaient pas de voiture. Bonjour les enfants, je m'appelle Michel Canova, je suis né le 30 janvier 1945 à Soliès-Toucas, dans la rue République, juste à côté du Porche. Mon père était agriculteur et ma mère était épicière. Est-ce que les magasins de Soliès-Toucas ont changé? L'épicerie, dans le temps, c'était le centre du village. C'était le supermarché. Il y avait des légumes, des jambons, des boîtes de conserve, comme tout ce que vous trouvez dans les grandes de surface, et même plus. Et tous les matins, bon nombre de Toucassins venaient faire leurs courses pour préparer le repas de midi. On était 1300 habitants et il y avait 6 épiceries. Parce que les gens, certains allaient travailler sur Toulon, mais ils prenaient le train le matin et revenaient le soir. Donc, ils ne faisaient pas des courses sur Toulon, très peu avaient la voiture. Et le village était un autarcie. Donc, on achetait tout aux commerçants du coin. Il y avait le tabac, il y avait deux bars, puis il y avait la poste. La poste qui nous a fermé il y a quelques années, là. Bon. Ça, c'est la rue principale, oui, la promenade, ce qu'on appelle la promenade, là, avec les platanes. Et là, il y a cette maison-là, un temps, il y a eu la poste. Et le magasin Magali de mes parents était juste là aussi. Une mercerie où on trouvait de tout. Une mercerie, bonneterie, parfumerie. On trouvait aussi bien des pantoufles que des pyjamas. C'était la belle époque pour les petits commerces. Il y avait deux boulangeries dans le village, carrément dans le village. Une qui existe toujours près d'une petite fontaine et une autre dans la rue de la Chapelle. La rue prolongée de la Chapelle. La deuxième boulangerie appartenait à M. Bernard. Le week-end, comme il avait un grand four avec du vrai bois et des sarments de vigne, on appelait ça des faïcines, les habitants du village lui amenaient les plats à faire cuire très longtemps. C'était pour les plats du soir. Alors, elle faisait la dorade, elle l'apportait. Il y avait plusieurs plats de gens du quartier. Ça vivait, hein. Soliès-Toucas vivait bien. Il y avait un petit supermarché casino, mais tout petit, de 2 pièces, sur la place de l'église. Il y avait 2 bouchers. De temps en temps, sur la place, il y avait un marchand de poissons qui venait. Et on allait chercher le lait dans la rue des écoles. Il y avait Troupine qui vendait, là. Elle venait avec son chariot avec ces 2 bidons, là. On allait tous chez M. Lanza au CNS, là, chercher le lait.
le lait de ces vaches. C'était le travail des enfants, avec le pot au lait, tous les soirs. Et en rentrant à la maison, ma grand-mère se hâtait de faire bouillir le lait parce que sinon il tournait quoi. Avec une écumoire, on récupérait la crème. C'était extraordinaire pour la manger comme ça. Alors je vais vous expliquer. Ça, c'est une cigale mâle. Parce que c'est le mâle qui chante. La femelle, elle ne chante pas. Tu vois, ça fait 2 caisses de résonance. Il bouge l'abdomen. Tu vois l'abdomen? Et ça fait comme... ça fait une musique. La femelle, elle pond ses œufs là-dedans. Et alors ces œufs, ils vont rester 7 ans en terre. Comme vous êtes sage, je vais vous offrir une cigale à chaque fois. Et plus de femelles que de mâles. Ça c'est... Le jardin du Gao, attenant à la minoterie Nègre, confectionne de la meilleure farine du département. Ici, dans le temps, c'était une prairie où venaient vaquer les animaux domestiques. Les chèvres, les moutons, les vaches. Tout, la production de lait aussi avait lieu à côté du moulin Nègre. Tout ce lotissement-là a été inauguré en 1957. Ça, c'est Nègre. Le domaine de Madame Nègre, où il y avait le moulin à farine à l'époque. Là, vous avez le village entier, avec toutes les collines et les arbres. J'ai connu comme ça, moi. Il n'y avait pas de maison encore. On voyait tous les oliviers, les restants. Maintenant, on ne voit plus rien qu'un pin qui ont poussé. Là, les pins commençaient à pousser déjà. À l'époque, il n'y avait pas de maison dans la montagne. Il n'y avait que des cabanons dans les terrains, mais en général, c'était à plat, quoi. Il y en avait quelques-unes, mais sur le bas de la colline, mais pas plus haut. Je me rappelle quand on montait à Valory, quand on allait à Fontaine-du-Thon, c'était le bout du village, la Fontaine du Thon, la Fontaine de Thon. Cette photo marque la fin de la rue Pierre-Renaudel. C'est une des grandes rues du village qui part de la place de l'église en face à la porte de l'église. Le village vraiment s'arrêtait là, au portail. Maintenant, on est en plein centre-ville. Il n'y avait pas toutes ces maisons aux alentours, là. Hein. Là où il y a la caisse d'épargne et tout ça, c'était des vergers, c'était des pommes. Le Boulodrome était un stade. Tout autour, vous aviez des champs de cerisiers. On jouait dans le Gapeau. On faisait du kayak dans le Gapeau. C'était la nature, c'était des oliviers, des amandiers, beaucoup. Au printemps, on voyait tout fleuri. Là, sur la corniche et tout, il y avait des fleurs au printemps, c'était magnifique. Et à l'époque, c'était agricole, essentiellement agricole. Il y avait des vignes, il y avait des oliviers, il y avait des cerisiers. C'était ménager. On faisait même des violettes, on faisait des roses mousseuses, on faisait plus ou moins des artichauts dans les restanques. Parce que nous, on n'a pas de plaine. Hein. C'est tout des collines. Hein. Donc, c'était tout en restanque. Il y avait un petit lopin de terre dans lequel ils plantaient des pommes de terre, des petits pois, des haricots verts, etc. C'est pour la consommation habituelle. Et puis, pour gagner de l'argent, ils avaient les olives, les cerises et les figues. Cette photo date de 1956. Ce sont 2 habitantes de Valory. On voit bien que la route n'est pas goudronnée encore. Il y avait 10 fois, 100 fois moins de voitures. Il n'y avait presque pas de voitures. Il y avait des voitures essentiellement de travaux, c'est-à-dire il y avait 3 maçons. Les 3 maçons avaient un seul véhicule. Ils se le prêtaient les uns les autres, ils se rendaient service. La seule voiture que j'ai connue était la voiture du maire, dont M. Constantin Arnaud en l'occurrence. Je pense que les personnes qui avaient des voitures, c'était les nantis, mais il y en avait peu, et puis les Toulonnais qui venaient en vacances dans les maisons secondaires, à la Guérande ou ailleurs. À l'époque, quand il n'y avait pas de voiture, est-ce que vous déplaciez avec des chevaux ou pas? Les gens, à l'époque, ils avaient tous des chevaux pour travailler la campagne. Alors, ils passaient dans le village, ils avaient les chevaux.
Il labourait, c'était les chevaux de trait, ils étaient costauds. Hein. On avait un cheval, et en fait c'est un cheval de trait qui servait autant pour les labours que pour se déplacer. Quand il fallait aller à Valory, on attelait la charrette et on transportait tout ce qu'il y avait à transporter et on redescendait la charrette pleine de ce qu'on avait cueilli. D'ailleurs, il y a un angle de rue là-bas où il y a une grosse pierre sur la place de l'église. En fait, c'était pour les charrettes, pour pas qu'elles touchent la maison. J'ai vu que la pierre y est toujours. Cette photo, elle a été prise en 1950 environ. Donc, on voit des paysans de Valory avec des mulets, des ânes, etc. Et c'était surtout les mulets à l'époque. Il labourait avec et il transportait plus ou moins des trucs pour aller à la colline. Parce qu'effectivement, les ânes pouvaient passer dans les sentiers. À côté de chez nous, il y avait un monsieur Laure, qui avait un mulet. Quand il avait faim, il tapait, on l'entendait taper. À chaque sous-sol de maison, pratiquement, chacun avait un âne. À 5-6 heures du matin, au lever du jour, ils commençaient à faire leur cri, là, hein, et ils nous réveillaient. Il y avait beaucoup de paysans, hein, on faisait des olives, ils faisaient des olives, ils faisaient ci, ils faisaient là. Hein. Nous allions avec ma grand-mère aux olives, recueillir les olives ou autres, avec l'ânesse, pour transporter, pour faire les travaux qu'il y avait à faire. Les moulins à huile, il y en avait 4 sur Yestoukas. Ça, c'est le moulin Arnaud. Il y avait le moulin au Pont du Table, où il y a l'école de danse. Il y avait l'école de musique. Il y avait le moulin à Geoffroy, à Gerporn, à la limite de Sud-Estoukas. Avant 1956, les olives étaient quand même une grosse production ici. La devise qu'il y a sur le blason, c'est Eitoukas, Otoukas, Oli et pas, huile et paix. C'était la principale production du village. Je me rappelle avec mon grand-père qui avait un peu des terres ici, on allait avec lui, mais il mettait les sacs de jute en dessous des oliviers, et nous on bougeait l'olivier pour récupérer les olives avec lui, et il faisait l'huile d'olive. On avait des draps en jute. Avec les bâtons, on faisait tomber les olives. Et le soir, je me souviens de veiller avec les voisins qui venaient nous aider, et nous trions, sur une grande table dans la cuisine, nous trions les olives, il fallait séparer les feuilles des olives. Les olives, c'était en hiver, il faisait froid et je me souviens, on n'avait pas chaud pour cueillir. Ils cueillaient les olives avant octobre-novembre et ils repartaient à Paris qu'à Pâques. Alors qu'aujourd'hui, la 15 décembre, toutes les olives sont cueillies. Moi, je me rappelle qu'avec mon père, on menait les olives au moulin Arnaud. Chacun avait son compartiment. Les gros propriétaires avaient des cuves dessous où ils déversaient leurs olives, mais sans rentrer, sans aller à l'intérieur du moulin, sur le devant, là, ils versaient. Et ils vendaient l'huile d'olive. Je me souviens que papa achetait de l'huile d'olive, le litre d'huile d'olive, 5 francs. Quand j'étais jeune, que j'avais 16-17 ans, je venais tous les soirs. On prenait le pain grillé, on se faisait pain grillé avec l'huile. Le moulin Arnaud, construit en 1658. Moulin à huile, fonctionnant à la force hydraulique grâce à la rivière Le Gapot, qui apporte toute la force nécessaire. Et à l'intérieur, la machinerie encore intacte, tout ce qui fonctionnait à l'époque pour presser une huile à la force hydraulique, naturelle, de très grande qualité. Le moulin fonctionnait à partir de 6 heures du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Les gens ne quittaient pas leur lieu de travail. Il y avait une marmite à l'intérieur qui fonctionnait avec les noyaux d'olive, de manière à faire bouillir une daube énorme qui permettait de pouvoir se ravitailler pour se donner de la force et continuer à presser les olives. C'était dans un village qui travaillait la terre, les olives et les cerises, surtout les cerises. Là, c'est les cerisiers. Du lotissement qui est en entrant dans Soliès-Toucas, c'était que des cerisiers. Il y en avait partout des cerisiers. Ah, toute la vallée, que là-haut, c'était plein. J'ai travaillé pendant toute la saison. Tous les ateliers de Madame Vache, il y avait peut-être 20-30 personnes qui travaillaient. Sans compter les petits paysans qui avaient 2 ou 3 employés. Les cerisiers donnaient beaucoup de travail et c'était
la principale ressource des habitants de Solès-Toucas. On attendait la campagne des cerises pour remplir les caisses du ménage. C'était une saison qui faisait vivre les paysans peut-être sur 6 mois, la récolte. C'était un des principaux revenus de la famille, quoi. On cueillait toute la journée, le midi on mangeait au cabanon. Les hommes sont en train de cueillir les cerises sur des escarassons. Il y en avait de différentes tailles selon la hauteur du cerisier. C'était un chantier parce qu'il y avait beaucoup de terrain, beaucoup de cerises. Ils venaient des Italiens les aider à ramasser les cerises. Des Italiens surtout de la frontière, Imperia, etc., qui étaient venus après la guerre. Ils venaient des Piémontais ramasser les cerises. Et ils entendaient chanter italien dans toute la vallée. Et après, il y avait un atelier dans l'ancienne poste, là, un grand atelier où les dames triaient les cerises. Des dames qui triaient les cerises une à une, hein, et ne partaient sur Paris que celles qui étaient nickel. Hein. Là, c'était les dames qui préparaient l'emballage des cerises, le tri, l'emballage. Et là, ce sont les corbeilles qui sont refermées, mais qui étaient remplies de cerises et parées. Elle rangeait les cerises d'une façon que quand on ouvrait le couvercle, les cerises, elles étaient toutes rangées, toutes coiffées. En fait, c'était des petites caisses en rotin qui faisaient 2 kilos. Et on mettait les cerises dedans, on les triait, et coiffer les cerises, c'était le dernier rang. Ils étaient toutes rangées comme il faut, on cachait la queue, on voyait que la cerise, tout le dernier rang. Ça partait à Rungis ou ailleurs, et donc, après, ils ouvraient les cagettes de cerises, et on voyait donc ces cerises rangées comme des bonbons. Tous les soirs, il y avait 3-4 wagons chargés qui partaient de Solès pour aller sur Paris. Hein. Ils devaient partir de Solès-Toucas au moins 2 tonnes de cerises par jour. L'eau provient de la source de Truébis, construite en 1830. La source étant plus haute que la place, ça permettait de recevoir toute cette eau qui s'écoulait de la source après un orage. L'écoulement permettait d'aller arroser les jardins environnants. Voilà. C'était une mine d'or pour le village. C'est la famille Toucasso qui venait d'Italie. C'est eux qui ont créé l'origine du village. Ils se sont installés là, pas loin de la fontaine du Thon, parce que c'était un havre de paix et il y avait surtout ce fameux or blanc qui est l'eau, qui est le privilège de la vie. Il n'y avait pas d'aménagement autour de la source. La route passait au ras de la source et l'eau coulait pour alimenter les canaux d'arrosage qui servaient à arroser tous les potagers qui étaient en dessous. Les anciens, ils arrosaient pour avoir de l'herbe, pour donner à manger à leurs lapins. Alors, il y a des petits ruisseaux d'arrosage autour. Il y a le canal d'arrosage du Mastre. Il y avait le canal d'arrosage qui part dessus les papeteries de la Guirane. Ces canaux d'arrosage alimentent les prés, alimentent tous les arbres fruitiers et se jettent au pont. Vous avez toutes les sorties, pratiquement, des canaux d'arrosage. Il y a tout un système d'irrigation dans le village, ce qu'on appelle des espensières pour bloquer l'eau et diriger l'eau sur un terrain ou sur une parcelle. De l'eau de source qui alimentait le village dans plusieurs endroits de la commune. Très recherchée, très appréciée par les habitants qui l'entretiennent toujours pour qu'elle soit propre et buvable en permanence. Il y en a 14 fontaines au village. À l'époque où il n'y avait pas de frigidaire, les personnes devaient mettre dans l'eau fraîche de quoi alimenter une boisson pour se régaler à la température de l'eau. C'était un lieu de convivialité villageoise. Voilà. Ça soit été comme hiver, elle est toujours fraîche, bien fraîche même. Au temps des grands-parents, les bouteilles étaient consignées en verre et on prenait l'eau à la fontaine. Et quand on se servait, on faisait attention à l'eau parce que le dernier qui prenait l'eau, eh ben, il allait chercher à la fontaine une bouteille d'eau.
Dans tous les quartiers, il y avait des fontaines. La fontaine de la place, elle coulait. La fontaine là où Mentor habitait, elle coulait. Il y en avait une autre qui coulait. Il y en avait la promenade. Il y en avait de partout, les fontaines. L'eau courante a été mise l'année avant que je naisse, elle a été mise en 54. Alors on n'avait pas de salle de bain à l'époque. On se lavait à ce qu'on appelait la pile. C'était l'évier qu'on appelait la pile. Il y avait des douches communales dans les écoles et même, il me semble, une baignoire. Il était, quand il faisait beau, on se lavait à la fontaine. Et il y avait toujours un morceau de savon qui était mis par un des voisins, et puis on prenait le savon quand on arrivait de la campagne, n'importe, on se lavait les mains, on se lavait le corps aussi. Ça, c'est la fontaine du Ton, la source, qui alimentait le village et qui alimente toujours le village, une partie. C'est une source qui n'a jamais tari. Là, à l'époque où j'ai connu, moi, c'était la source à le couler, c'était plein de joncs, c'était plein de libellules, de tout. Là, c'était vraiment sauvage. Là, il y avait les lavoirs, les gens ils venaient du village, ils avaient tout le linge, et ils étendaient. La fameuse fontaine du Ton, et c'est là où il y a la plus belle eau pas de la terre, bien sûr, mais une eau magique, magnifique. Et les lavoirs étaient là parce qu'il y avait de l'eau en permanence. J'y allais avec ma grand-mère, avec la carriole, et quand il fallait laver les tapis. Les anciennes lavaient à la fontaine du Ton le linge avec le battoir, je crois. Avec le battoir. Et le linge, là, ça va. Le battoir en bois. Il y avait un genre de maisonnette où ils faisaient chauffer l'eau dans des bassines. Ce qu'on appelle en provençal la bugade, c'est des grandes des sortes de poubelles en acier. On mettait de l'eau, du savon. Des fois, on rajoutait de la cendre parce qu'il y a des façades dedans. On mettait le linge et on mettait le feu dessous, on faisait bouillir. Il y avait beaucoup de gens qui allaient au lavoir. C'était beaucoup de dames, bien sûr. Peut-être de temps en temps un homme, mais enfin, c'était surtout beaucoup de dames. Et elles papotaient. Elles venaient pour faire leur lessive, mais en même temps pour raconter du bien et du mal sur la moitié du village. Ma grand-mère le faisait pour des gens aussi. Elle lavait le linge pour des gens, des fois. Ça lui arrivait d'arrondir les fins de mois comme ça, quoi. Et très longtemps, elle l'a fait jusque dans les années 70, oui, hein. Même plus peut-être. Mais il y en a encore une, Madame Laure, qui nous on l'appelle la fille Laure, qui lave encore la fontaine du Ton. Ici aussi, une fontaine qui aujourd'hui ne coule plus, hélas, mais qui servait à une époque, après les vendanges, pour les bouilleurs de cru, à faire l'alcool de raisin. Le problème, c'est que pour savoir le degré d'alcool, les ouvriers testaient dans un tonneau le goût de l'alcool, la puissance. Sauf que les élèves observaient ceci de leur fenêtre et quand ils sortaient de l'école, ils venaient faire la même chose. Vu l'état où certains sont rentrés chez eux le soir, le bouilleur de cru était obligé de changer de place. Là, c'est la rue sur la place des écoles, il y avait le bouilleur de cru. Un bouilleur de cru, c'est une personne qui distille le marc de raisin pour en faire de l'alcool. C'est pas très bien, mais enfin. J'y suis allé à l'école à Soliès-Toucas. Et alors, elle était mixte quand même. Il y avait des garçons et des filles, mais tout le monde était ensemble puisque l'école était petite. Moi, j'ai eu la chance de ne fréquenter que des classes mixtes, parce qu'auparavant, il y avait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Là, c'est moi. Voilà. Est-ce que les écoles et les transports, ils ont changé? Les écoles, on allait tous à pied. Hein. Tous à pied. Il n'y avait aucun véhicule quasiment. C'était très joyeux parce que nous allions à l'école à pied. Nous nous connaissions tous. Tout le monde se disait bonjour. Tous les enfants se connaissaient. Mon père m'avait acheté un vélo et j'allais à Solespont tous les jours à 11 ans en vélo et je revenais de l'école. Et la cantine, ça n'existait pas. On venait manger à la maison. On faisait 4 fois le voyage. Je me souviens que quand on allait à l'école,
c'était strict, là. Il fallait se mettre en rang. On rentrait dans les vestiaires, il y avait un grand lavabo tout le long. On avait chacun un casier, on quittait nos affaires, et il fallait se laver les dents avant de rentrer en classe. La maîtresse, chaque matin, elle passait dans les rangs, dans la classe, pour remplir l'encrier avec de l'encre violette. Et puis, elle n'oubliait pas quand même, avant les 8h30, que commençait l'école, d'allumer le poêle à bois, parce qu'on n'avait pas de chauffage électrique, ni de chauffage central. Il y avait un seul poêle au milieu de la classe. Et quand on rentrait en classe, on rentrait 2 par 2. Il fallait lever la main quand on voulait poser une question. Il ne fallait pas parler en classe, on n'avait pas de téléphone, et quand on allait dans la cour, il ne fallait pas courir. Celui-là qui courait, le directeur, il disait « Hop, dans mon bureau ». Et puis on rentrait, il me mettait les doigts comme ça, il avait une et tac, ouh. À l'époque, ceux qui étaient moins doués, disons, ils restaient jusqu'au certificat d'études, c'est-à-dire jusqu'à 14 ans. En primaire, ils faisaient le cours supérieur. Et après, ils passaient le certificat d'études. Ils allaient dans la vie active. Quand j'étais en primaire, juste en dessous, nous, à la salle de judo, avec M. Toukas, qu'on disait M. Toukas du judo, qui était un pied noir, donc qui est arrivé ici en 62 et qui a fait le judo et la gym. Et moi, je faisais la gym avec M. Toukas. Mon oncle et parrain, monsieur Maître Paul Toukas, parce qu'en judo on dit maître, a fondé donc le judo club soliésien en 1963. Alors au début, c'était dans le pré, parce qu'ils n'avaient pas de local, dans le pré de monsieur Canova, et ils ont trouvé ce local qui est en dessous de la mairie, là. Ils ont détruit la scierie qui était là. Et du coup, il y a eu ce parking. Et dessous, ils ont fait la salle de judo. Le judo, auquel tous les enfants de mon âge du village ont adhéré. Au début, il y avait quand même pas mal de monde parce que dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup d'activités sportives. Donc, tous les jeunes du village sont passés au judo, à la gymnastique. Si vous voulez, ce sont les enfants. La rentrée scolaire 1949, nous avions 7 ans. Et en 1963, nous revoilà tous, et avec des plus grands, bien sûr. Pour nous, c'était une ouverture parce qu'il se passait quelque chose à Soliès. On s'est inscrite. Moi, j'ai le numéro 13 d'ailleurs du club. Alors voilà, nous sommes ici devant l'école de musique et le photoclub Toucassin. Cette école de musique a vu l'éclosion du musicien mondialement connu Petrucciani. Il y a plein d'élèves qui sont devenus connus et reconnus. Il y a le frère Belmondo, il y a Carino Bonnefoy, il y a mon fils Franck Filosa. Il y a eu des personnes illustres à Soliès Toucas. Déjà, le peintre Blasco Mentor. C'est quelqu'un qui est plus connu à l'étranger qu'au village, parce qu'on le prenait un peu pour un fou, quoi. Il est arrivé ici après les événements en Espagne, la guerre civile. Ses thèmes de prédilection, c'était la tauromachie, l'oiseau, personnage. Il a quand même peint aussi beaucoup de scènes de, justement, la cueillette des cerises, des figues, des olives. Il les a représentées. Il y a des tableaux de Mentor qui représentent cette cueillette qu'il voyait ici. Il m'appelait souvent pour me peindre. Alors on me peignait moi et son chien. Dans ces expositions, j'y suis. Gustave et son chien. On se mettait sur le parapet et il nous payait. Et après, il montait à Paris, il vendait ses tableaux. Et après, il a acheté une propriété au-dessus de la chapelle, là-haut. C'était un cabanon avec les bambous, tout ça, un petit bassin. Et petit à petit, il a agrandi, il a agrandi, ce qu'il a fait son domaine. Hein. Cette maison, cette villa, elle était extraordinaire.
parce que elle est magnifique, hein. Il y a des couleurs, c'est bien agencé. Cette maison a été construite pièce par pièce. C'est pour ça que c'est assez hétéroclite, mais c'est vrai que c'est absolument magnifique. Et il a fait don du jardin de la maison à la mairie. Tous les soirs, l'été, au printemps, quoi, au mois de mai, juin, les gens ils sortaient tous devant la porte. Ils discutaient, ça se discutait, les enfants qui couraient, tout ça. Et les vieux sortaient dans la rue, sur une chaise. Ils mettaient des chaises devant chez eux, et puis ils discutaient un peu comme ça. Ils sortaient leurs petites chaises, se regroupaient, et donc restaient jusqu'à tard dans la nuit. On coupait les sièges, les chaises, et c'était la chaise qu'on mettait dans la rue. Et là, voilà, il y a toutes les générations confondues. Ça s'appelait des brochettes. On disait, oh là, il y a une belle brochette dans la rue de Guérand. Les personnes âgées connaissaient les enfants. Donc, si on était un petit peu trop tard si 18 heures passées, le soleil qui se couchait, on était encore dans les rues avec notre ballon, on nous disait, il faut rentrer à la maison. Et donc, on savait très bien que nos parents allaient être mis au courant assez rapidement. Comme les fenêtres étaient ouvertes, on entendait tout ce qu'ils disaient. En fait, ils croyaient qu'on dormait, mais on écoutait. Ils parlaient provençal, ils parlaient le patois. Les vieux Toucassins, la famille Chiotte et la famille Toucasse, les familles... Ils parlaient italien, mais on le comprenait parce que c'était un peu un mélange de provençal et d'italien. Ils se mélangeaient un peu. Quand ma mariage-grand-mère est arrivée ici, elle parlait italien, mais elle se comprenait très bien avec le provençal. C'était très proche. Ils parlaient presque la même langue, ils avaient la même religion, ils étaient très croyants aussi bien les Italiens que les gens d'ici. Donc ils se s'intégraient facilement, quoi. Ça, c'est une photo le jour de la procession de Saint-Louis, une photo des années 1960 à peu près, où on voit la procession avec le défilé et les gens qui sont habillés en costumes provençaux. Nous partions de l'église et nous allions jusqu'au cimetière. Et à chaque oratoire, on s'arrêtait. Il y avait 7 ou 8 oratoires. Dans le village, il y avait des processions pour tout. Il y a la procession pour le mariage, la procession pour les communions, il y a les baptêmes, tout le monde allait sur la place du village et attendait la sortie du baptisé parce qu'on jetait des pièces. Les parrains et marraines lançaient de la monnaie pour les enfants. Et les enfants ils criaient « Peirin rasco sous le pichou sera du bus ». Ça veut dire parrain avant, le petit sera bossu. J'ai fait ma communion, mon baptême, etc. Oui. Tout le monde allait à l'église à l'époque, on ne se posait pas la question. Hein. La veillée de Noël, c'était majestueux. Nous avions des tableaux vivants, le forgeron, le rémouleur, la cardeuse avec ses poils de mouton. Ça partait de la promenade jusqu'à sur la place de l'église. Le comité des fêtes faisait chauffer le vin. Et là, le groupe folklorique jouait des airs de musique avec le galoubet, le tambourin. La place de l'église était pleine de croyants, de non-croyants. C'était la fête au sens grandiose du moment. C'est une vie simple, mais une vie en communauté, quoi. On n'avait pas de télé, l'ordinateur, n'en parlons pas. Il n'y avait qu'une personne, monsieur et madame Cézanne, dans le village, comme ils faisaient les transports, qui avait le téléphone. Alors quand on avait un besoin, on allait téléphoner chez eux. On avait un garde champêtre, il s'appelait Titin Cordier. Il n'avait pas de tenue, mais avec un képi. Le garde champêtre, c'était mon grand-père. Après, ça a été mon oncle Titin. Quand il y a eu une nouvelle de la mairie, c'est lui. Il passait avec la trompette dans le village, il faisait le tour.
Ils montaient s'arrêtaient à la fontaine, ils montaient sur la place de l'église, ils faisaient la rue Pierre-Honoré et on descendait. Ils faisaient le tour du village. Les gens, ils entendaient, donc ils s'approchaient, et puis ils annonçaient, c'est pas la foire la semaine prochaine, ou au conseil municipal tel jour, ou voilà, ils annonçaient tout. Au lieu d'avoir Internet et les réseaux sociaux, il nous annonçait ce qu'il avait à nous dire, des réunions, des choses importantes. Nous sommes ici sur la place Gambetta, dite aussi place de l'église. Et c'est ici, face à l'église de Saint-Christophe, qu'avaient lieu sur cette place toutes les fêtes du village. Que ce soit les fêtes votives, que ce soit pour le réveillon de Noël, après la messe de Noël, dégustation du vin chaud, ici sur cette place. Les fêtes de Solliès-Toucas, avant, elles étaient comme aujourd'hui? Les fêtes locales, c'était des fêtes votives. C'est-à-dire que c'était associé, la fête locale était associée à la fête du Saint Patron. C'était la fête du 14 juillet pour la fête de la Saint-Christophe. Le comité des fêtes, c'était lui qui organisait ça avec tous les présidents des associations. Il y avait le club photo, il y avait les joyeux migophones. Le samedi après-midi, on allait aux écoles et on montait des chars. Et on animait tous ces chars que les gamins tiraient, c'était sur roue. Hein. Comment il était le corso avant? Je me rappelle un thème, ça avait été la mer. Et alors, on avait fait un char, une grosse pieuvre, on avait fait Charles Morel, il avait fait un bateau et qu'il avait autour du ventre. On promenait comme ça, des poissons et tout et tout. Les jeunes ils décoraient la place en haut de l'église avec des grandes feuilles de palmier, tout ça. Et ils faisaient tout le tour de la fête. Je veux dire, c'était vraiment festif. On se sentait dans une fête particulière. C'est nous qui décorions toute la place là-haut. On attaquait à faire ça au mois de mars, pour la fête au mois de juillet. Hein. Tous les soirs, on se réunissait pour faire des roses en crépon qu'on attachait sur la place de l'église. Tout le monde le préparait. On avait des réunions, là, on faisait les roses le soir. On allait après la colline chercher des asparagus, on en mettait partout avec les roses et tout. C'était beau. Hein. Même les mamies, tout ça, ils venaient nous donner un coup de main et on décorait la place de l'église comme ceci. Il y avait un bel esprit des anciens et des jeunes. Le mardi soir, c'était le jour de la bataille de confettis. Dans mon enfance, c'est ça qui me reste, c'était la bataille de confettis, c'était très amusant. Et les confettis étaient fournis gratuitement par M. Vialon qui avait les papeteries. On animait le village pratiquement toute la journée, presque 24 heures sur 24. Ouais. On avait le marchand de beignets, de bonbons sur la place, on avait des concerts, on avait des soirées mousse. On fermait le barrage, on faisait notre retenue d'eau et on faisait des joutes sur le gapeau avec les gamins. On avait mis 2 bateaux et il y avait des équipes et on s'affrontait face à face. La targo. En provençal, c'est la targo. On faisait des courses de garçons de café, on faisait la course de vélo déguisée. Chaque fois, il y avait à gagner ou des bonbons ou des sous, ou des trucs comme ça. Quoi. Il y avait des danses, il y avait le groupe folklorique, et puis le soir, il y avait le bal, bien sûr. Ici, on a fait venir en concert, on a fait venir Jean Ferrat, on a fait venir Isabelle Aubray, on a fait venir Les Chaussettes Noires, on a fait venir Jacques Martin. C'était sur la place. Puis après, ça a tellement pris d'importance, ces chanteurs au moment des fêtes, que ça a été fait au Gaou. Il y avait un monde fou, mais il y avait tout le village. Les gens participaient. Et pas de télé à l'époque. La fête locale était quelque chose d'important parce que il n'y avait pas à cette époque-là ni dancing, ni boîte de nuit, rien du tout. Les jeunes attendaient vraiment les fêtes locales pour venir danser et se réjouir et s'amuser. Enfants et adolescents, c'est ce qu'on attendait. On savait que pendant une semaine, on allait avoir des fêtes en permanence sur le village. C'était quasiment les seules fêtes qu'il y avait dans l'année. Donc effectivement, c'était des grosses fêtes. Tous les jeunes y allaient. On n'allait pas en boîte, on n'allait pas voir les manèges, etc. Donc on allait aux fêtes.
Ça a duré 4 jours, 5 jours, quoi. Voilà, presque une semaine, oui. À la fin de la fête, on faisait l'aïoli. On était 400 à peu près. L'aïoli, c'est une, on appelle ça, nous, une pommade. Ça fait comme une sauce mayonnaise. C'est de l'œuf, de l'huile d'olive, de l'ail et du sel. C'est aussi la morue et tous les légumes que l'on arrange avec la sauce aioli. On installait les trépieds, et on faisait tout au feu de bois. Dans la nuit, on épluchait l'ail. Et puis après, c'était des mères qui nous faisaient la sauce à la pommade. Elles faisaient à la main. Nous montaient l'aïoli pour tout le village. Nous avions beaucoup d'associations folkloriques dont nous faisions partie, dont une en particulier, c'est les Joyeux Bigophones Toucassins. Dans les années 79-80, là, Michel Sisbondini avait créé les bigophones. On était bien 25 jeunes du village, quoi. Il y avait tout le village, et des anciens et des jeunes. On allait faire tous les corsos du coin avec les majorettes de la Farlède ou de Hier ou du Pradet. On faisait tous les défilés, l'ouverture de fêtes, ainsi de suite. On avait un maillot rouge et blanc, on avait un pantalon blanc. Les gens ils étaient déguisés et ils avaient fait des instruments avec des morceaux de tuyaux, des caisses plus ou moins. Mais ils tournaient dans la région quand même, ils faisaient la musique comme ça. Je vous ai amené l'instrument de base des Joyeux Bigophones, qui est notre instrument de musique, et que nous appelions le mirliton. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ça a un autre nom, le kazoo, et le fameux chapeau, le canotier, qui est le chapeau qui représente la Provence. Et c'était parti pour... Le Var, c'est le plus beau département de France. Et bien, Solliès-Toucas, c'est le plus beau village du Var. Le jour où j'ai trouvé ce havre de paix, j'ai dit, c'est là que je veux rester. Et j'ai bien fait. Et je suis toujours là. Ah, moi, c'est ma vie. Je sais pas ce que je mourrai ici. On y est bien, et puis surtout, on retrouve nos racines, et les voisins, ben, on se connaît tous, et il y a eu de l'entraide aussi dans le voisinage. Il y a toujours eu ce cœur de village, cet esprit associatif, cet esprit de groupe. C'est encore un village. Dans mon cœur, c'est toujours encore un village. Il y a un passé. J'ai mes repères, mes marques. C'est vrai que le village a beaucoup évolué, même si on peut à 6 000 habitants, 7 000 habitants, on peut encore garder cette âme de village. C'est mon village. Et je l'aime bien et j'espère que les gens continueront à l'aimer et à le faire vivre. J'avais qu'une hâte, c'est de revenir ici, de retrouver ma vie, mes racines, quoi. Ma vie, ma jeunesse, ma vie, mes grands-parents, c'est là où je serai enterrée, dans le caveau de mes grands-parents. Et j'adore, voilà. Toute ma vie, tous mes souvenirs. Non, c'est vrai, c'était la jeunesse, l'insouciance. J'ai toujours vécu à Solliès-Toucas et c'est l'émotion qui me fait parler. Parce que le village, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est quelque chose d'ancré en moi
partir de Soleil-Toucas serait vraiment pénible pour moi et difficile. Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Quand vient l'adolescence, les filles vous sourient, et l'on chante et l'on danse, même quand on vieillit. Aïe ton chiquiton, la et ton laïlim. Aïe ton chiquiton, la et ton laïlim. Aïe ton chiquiton, la et ton laïlim. Aïe ton chiquiton, la ilé. Olé. Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on est comme en vacances durant toute sa vie. Aïe ton chiquitoun, aïe ton laïre, aïe ton chiquitoun, aïe ton laïre, aïe ton chiquitoun, aïe ton laïre, aïe ton chiquitoun, la aïre, olé. Le jour de sa naissance, on est pelotari. De la première enfance, le douanier vous poursuit. Quand vient l'adolescence, les filles